Bonjour, on va être original. C'est Big Brother. Eh bien bonjour Eric et Delphine. Bonjour. On démarre une interview autour de votre expérience de l'école à la maison. Et on aimerait en savoir plus, donc on a quelques questions à vous poser, puis on a des questions qui sont posées par des abonnés du blog et puis les visiteurs. Alors je commence, on va le faire de manière très décontractée. Oui. Je vais vous poser des questions un peu au hasard et sans ordre particulier, mais quand même la première question ce serait quel a été l'élément déclencheur qui vous a conduit à faire l'école à la maison? Alors je dirais que ça a été tout un cheminement qui s'est fait dans nos têtes. Alors peut-être pas de la même façon dans nos têtes à tous les deux, mais moi ce que je désirais c'était que mes enfants ne deviennent pas des étrangers et que je ne devienne pas une étrangère pour mes enfants. Voilà, c'était vraiment la raison principale. D'accord. Un gros désir de garder une cellule familiale très très unie. Et puis il y a aussi un problème que moi j'avais ressenti à l'époque où j'étais dans l'éducation nationale, un problème de qualité de l'enseignement. Clairement pour moi, depuis 3 décennies, l'enseignement périclite, la qualité de l'enseignement en France périclite. Et comme je ne voyais pas de progrès, je ne voulais pas que mes enfants arrivent à l'adolescence sans savoir lire et écrire correctement et compter. D'accord. Alors vous savez qu'on a fait un sondage là sur les motifs que disent les parents à faire l'école à la maison et que la question du niveau est c'est le premier résultat. Pas surprenant. Voilà. Alors, en combien de temps vous avez réfléchi pour prendre cette décision? Personnellement, je dirais 6 ans. Voilà. Ah oui. Aliénor est née, donc Aliénor c'est la grande, elle est née. Et vous êtes posé la question de sa scolarité Non, il y a eu non, on s'est pas posé la question. Non, alors pour nous au départ, la question ne s'est pas posée. C'était évident qu'elle irait à l'école, comme tous les enfants. On se posait pas la question. Quand elle est née, oui. C'était évident. À l'époque, on était à Paris dans un quartier un petit peu difficile. Et on avait, c'est une petite anecdote, on avait dans notre immeuble la directrice de l'école maternelle d'à côté, qui nous disait franchement qu'elle supportait plus, quoi. Elle n'en pouvait plus, et elle nous disait qu'elle n'en pouvait plus du public de l'école, des enfants et des parents. Donc ça c'était un petit peu inquiétant pour nous, et donc le premier pas ça a été de se dire il faut qu'on soit parti de Paris avant les 3 ans d'Aliénor, parce qu'on ne veut pas qu'elle aille dans cette école. Ah oui. Donc alors pour d'autres raisons, on n'est pas parti de Paris à cause de l'école, hein, mais on est parti de Paris aussi pour d'autres raisons, et au moment où on est parti de Paris, Aliénor allait avoir 3 ans, et donc on aurait dû normalement l'inscrire à l'école maternelle. C'était trop compliqué de l'inscrire à l'école maternelle en venant de déménager, donc on ne l'a pas inscrite. Et puis, je ne sais plus exactement pourquoi, ça doit être un hasard, on a appris au même moment que du coup, en fait, l'école n'était pas vraiment obligatoire en France, c'était que l'instruction, et l'idée avec ces doutes sur la qualité de l'enseignement, avec cette attention pour la cellule familiale, tout ça, eh bien l'idée a fait son chemin petit à petit. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est 6 ans, parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu des épisodes différents. Voilà. Il y a eu des épisodes différents qui ont fait qu'elle n'est pas partie en maternelle, donc Delphine a commencé à l'instruire avec Montessori, avec d'autres pédagogies. Et puis elle n'est pas du tout allée en CP. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un blog qui est bien visité. Beaucoup de parents qui font cette expérience vous suivent aussi. Donc vous semblez assez rodés. Maintenant, vous êtes des vétérans de l'école à la maison. Mais au début, comment ça s'est passé, Delphine? Comment vous avez ressenti au début? Vous étiez un petit peu inquiète de larguer l'école comme ça, de larguer les amarres et de faire les choses vous-même? Ce qui me faisait peur, c'était de ne pas réussir à leur donner une instruction vraiment progressive et construite. J'avais peur de faire du zapping d'informations. Et maintenant, je me rends compte que, en fait, je fais les deux. Pour certaines choses, je vais faire du zapping. Ils me posent des questions, je réponds, c'est au hasard de la vie. Et puis pour d'autres choses, on va faire un apprentissage très construit, très lent, très progressif. Et toi, Cécile, tu avais ressenti quoi d'ailleurs quand tu as commencé? Moi, je trouve que le poids de cette responsabilité est vraiment très lourd. Parce qu'on se dit que tout repose sur nous, hein, qu'on a l'avenir pratiquement de nos enfants entre nos mains. S'ils vont savoir telle ou telle chose, ça ne reposera que sur nous. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez angoissant au début.
Voilà, c'est vrai que j'ai eu ce sentiment. Beaucoup d'angoisse au début, ça c'est sûr. C'est certain. Après, avec les années, on se dit, et puis les contrôles, les comparaisons avec d'autres enfants du même âge, on se dit que... Comment vont se passer les contrôles pédagogiques Oui, on a tout un tas de questions dans la tête. Mais moi, mon souvenir, c'est que j'étais pas du tout inquiet sur l'école à la maison. J'étais très angoissé qu'ils aillent à l'école. Mais ça d'être à la maison, ça ne me dérangeait pas du tout. Et je trouvais que... Alors, je suis pas sûr que ça dépende que des tempéraments, parce que justement, pendant que je l'entendais parler, j'allais rebondir sur ce que vient de dire Rémi. C'est-à-dire que c'est très angoissant pour les mamans. Alors, pour les mamans, parce que dans 99 cas sur 100, c'est la maman qui fait l'école à la maison et le papa qui a une activité professionnelle. On connaît très bien un contre-exemple, mais en général, c'est ça. Et moi, j'étais très rassuré en allant au travail de savoir que mes enfants, ils étaient avec leur maman. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, c'est que moi, j'avais l'absence d'angoisse dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand je pars au travail le matin, je vois l'école, j'entends ce qui se dit sur l'école, il y a les problèmes de niveau, etc. Et savoir que quand je suis au travail, les enfants ne sont pas à l'école, ils sont avec leur mère. Dans de bonnes mains. Dans de bonnes mains. Ça a un côté rassurant. Alors je ne dis pas qu'il n'y a qu'avec leur mère qu'ils sont dans de bonnes mains, mais c'est vrai que je vois, ils font de la danse, on les laisse avec leur prof de danse, on est complètement rassurés. Aline en fait de la trompette, on la laisse aussi. Mais on est, voilà, le savoir en de bonnes mains. Ça, c'est très important. Donc ce ne sont pas des asociaux? Non, on n'y est pas arrivé. Non, on n'a pas réussi à les désocialiser. Voilà, vous essayez quand même, vous faites des efforts. Ils ont réussi. Voilà, la question tarte à la crème. Voilà, c'est la petite blague qu'on entend régulièrement. Je la prends vraiment pour une petite blague. Tu veux dire quelque chose peut-être? Non, j'attends la suite. Alors, est-ce que vous gérez une différence de niveau ou pas actuellement entre enfants? Alors je précise la question, c'est que beaucoup de parents se demandent comment on peut faire pour avoir plusieurs niveaux dans une même classe finalement, au même endroit. Écoutez, il n'y a qu'à voir, il y a 100 ans, les écoles étaient essentiellement constituées de classes uniques, de l'âge de 5 ans à 14 ans. Avec une seule personne pour s'occuper de tout ce petit monde, ça se passait très bien. Les différences de niveau ne sont pas un problème. Du moment qu'il y a peu d'enfants, aussi. C'est ça. Enfin, dans notre cas, il y en a 2. Oui. Une différence de niveau avec 2 enfants. Comment vous le gérez? La différence, vous la gérez comment? Vous faites faire le cours chacun son tour? Alors, c'est ce que je faisais jusqu'à récemment. D'accord. Mais là, le plus jeune ayant rattrapé la plus âgée, la différence de niveau ne se pose plus, puisque voilà, je fais un seul niveau maintenant. Mais effectivement, avant, je consacrais du temps à l'un, pendant que l'autre, je lui donnais une petite chose à faire pour s'occuper, pour qu'il ne nous dérange pas. Donc, par tranche de 20 minutes, je dirais, parce que c'est à peu près le temps qu'un enfant peut consacrer à la concentration. Et au bout de 20 minutes, je passais à l'autre, et voilà. C'est ce qu'on faisait nous aussi, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on faisait avec 5 niveaux différents. Voilà, donc chacun est dans son coin. C'est faisable. Je crois qu'il faut vraiment faire selon son ressenti, selon ses besoins. D'accord. Donc tous les cours sont préparés, il n'y a pas de cours que vous puissiez faire sans préparation? Toi, c'était ton fort. Si, alors ça dépend. Moi, je pense que c'est une question de tempérament, effectivement. Delphine, comme elle vient de le dire, si jamais il n'y a pas de préparation, c'est pas la peine, mais c'est un esprit très organisé, etc. Merci. Par contre, c'est clair que la musique, quand j'arrive à prendre le temps de la faire, c'est moi qui la fais à la maison, il n'y a aucune préparation. Alinor sort sa trompette, ou en ce moment elle a envie de se mettre à la guitare, moi je me mets au piano, à la guitare, etc. Il n'y a aucune préparation. C'est aussi dû faut le dire quand même, c'est aussi dû à la matière. Si en musique on est toujours cadré sur des choses écrites, etc., la créativité elle se développe pas beaucoup. Donc il n'y a aucune préparation et ça se passe très bien avec les enfants. Mais c'est aussi une question de tempérament. Il y a aussi une étape importante, c'est que nous on est inscrit à des cours par correspondance. Donc moi je vois bien la différence de l'extérieur par rapport à Delphine. Il y a toujours de la préparation, mais il y a quand même quelque chose qui existe. Alors qu'avant il n'y avait rien qui existait. Voilà. Il y avait une formation Montessori, donc le Montessori existe, mais comment je le présente? Quand on a un support qui est très bien fait, qui vous prend entièrement. Voilà, là il y a un support, il y a de la préparation quand même, mais il y a un support. C'est pas la préparation du contenu du cours, c'est plus l'organisation du temps. C'est ça. Le temps qu'on va passer à faire les activités, le temps qu'on va consacrer à préparer le repas, parce que ça fait partie de la vie. Après le repas,
on se remet aux activités éventuellement. Voilà mon fils. Voilà, qui nous fait une entrée impromptue. Voilà, c'est pas tant sur le contenu des cours que c'est l'organisation de la vie quotidienne. Le découpage. Voilà, le découpage en matières. Les plages d'horaires consacrées à telle ou telle activité. Alors on a une question de Sonia. Vos enfants bénéficient d'une belle scolarité, dit-elle, et d'une attention soutenue, très pertinente. C'est une ancienne enseignante, Sonia. Pourriez-vous adapter votre pédagogie à plusieurs enfants? Et seriez-vous prêt à recevoir d'autres enfants parmi vous, notamment des enfants handicapés? Alors, moi j'ai suivi une formation donc, sur la pédagogie Montessori, que j'utilise encore avec mes enfants, partiellement. J'utilise surtout un cours maintenant sur support écrit, mais j'utilise encore Montessori. Et j'ai pensé, à une certaine période, à ouvrir des ateliers pour recevoir d'autres enfants, et particulièrement les enfants qui sont les grands oubliés de l'école, les enfants handicapés. Alors, bien sûr, il faut que le handicap se prête à recevoir une instruction. Tous les handicaps ne peuvent pas, malheureusement, recevoir une instruction. Alors, par contre, il y a juste une réserve par rapport à ça, c'est que autant on peut avoir l'envie, autant on peut avoir les compétences, puisque avec une formation Montessori, ça s'est reconnu que c'est particulièrement adapté aux enfants handicapés. Autant administrativement, c'est extrêmement compliqué. Parce que en plus, pour l'instruction dans la famille, alors il faudrait que je retrouve le texte exact, hein, mais je sais que un des objectifs normalement du contrôle, alors était ou est encore, parce que les textes évoluent beaucoup, de vérifier que l'enseignement était bien donné uniquement aux enfants de la famille. Donc ça veut dire que si jamais vous montez ça, avec la meilleure volonté du monde, les meilleures intentions du monde, vous risquez, même bénévolement, sans faire payer qui que ce soit, vous risquez de vous retrouver en but à l'administration qui va vous dire, que bah non, c'est interdit, etc. C'est illégal. Voilà, c'est illégal. Bon, alors question suivante. Alors, elle est arrivée il y a quelques jours de la part de Marie-Isabelle. Alors, comment s'organiser quand un seul enfant est déscolarisé? Alors, vous n'avez pas eu ce cas, je crois pas. Non. Non. Bon, alors, comment vous feriez si vous deviez mettre un enfant... C'est-à-dire que les autres sont scolarisés. Un enfant est à l'école et pas l'autre. Supposons que demain, vous trouviez une école magnifique. Je ne vois pas quel est le problème. On dépose les enfants à l'école et puis... quand les autres sont à l'école, on instruit celui qui reste à la maison. Peut-être que notre configuration est facile, parce que moi, en partant travailler le matin, je passe devant l'école. Donc si Com, pour prendre l'exemple, si Com était déscolarisé, Aliénor était scolarisée, ben, le matin, ils se disent au revoir, je prends Aliénor, je la dépose à l'école, je vais travailler, et puis Com reste avec... Alors la question est peut-être à comprendre avec la suivante, comment l'enfant le vit-il à la longue? Donc là c'est différent. On parle de l'enfant qui est scolarisé, comment est-ce qu'il vit, le fait, comment il vit. Alors on n'a pas, nous on n'a pas tout vraiment... dépend du contexte, et pourquoi il a été déscolarisé, pas les autres. Si c'est un choix de l'enfant, il le vivra très bien. Oui. Mais si c'est un choix des parents, il le vivra mal. On a eu ce cas, moins des enfants à l'école et des enfants à la maison. On a eu ça. Oui, mais c'est parce que les grands... Mais simplement, c'est une question d'âge. C'est une question d'âge, les grands... Désirer y retourner. Oui, il y a une chose qui est importante, c'est que nous, on a toujours dit que si Aliénor ou Com demandait un jour d'aller à l'école, il irait. Donc on n'aura pas ce problème de comment ils le vivent, puisqu'ils l'auront demandé. Si les deux demandent à y aller, ils y vont. Si Aliénor dit je veux y aller et que Com dit moi je veux rester avec maman à faire l'instruction à la maison, voilà. Alors, même maintenant, là. Même en septembre, il veut. Non, parce qu'ils sont trop jeunes pour avoir une réflexion approfondie sur le pourquoi et comment ils veulent aller à l'école. Et puis on est un petit peu à l'abri, je pense. Parce que mais à l'adolescence, je pense que la question se pose. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter par rapport à ça. C'est on était un jeudi, donc en période scolaire, hein, on était un jeudi chez mes parents, et donc on va se promener en ville, on passe devant une école maternelle à l'heure vers 16h, et Aliénor avait 3 ans, 4 ans, 3 ans peut-être, 4-5 ans. 4-5 ans. Elle savait ce que c'était que l'école, mais c'est tout, on lui avait dit voilà, l'école, ce que c'était. On ne lui a même pas dit, je crois, qu'elle n'irait pas. Elle savait juste qu'elle n'y allait pas. Et on passe devant une école, donc, et c'était l'heure de la récréation, et Aliénor met ses mains à la grille comme ça, et puis il nous dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, c'est une école.
Et il se retourne et il me fait « Oh les pauvres, pourquoi ils sont enfermés ?» Donc c'est pour ça que je dis que je pense que la demande ne viendra pas immédiatement. Mais, voilà. Mais si elle vient, on ira. Voilà, si elle vient, on ira. Bon alors, Marie-Isabelle nous demandait comment le vit la maman. Bon, alors on va pas répondre à cette question. Enfin, on peut y répondre sommairement. Est-ce que la maman aurait un regard vraiment différent sur les enfants? Je vois pas de raison. Non. Une distinction entre enfants scolarisés, pas scolarisés. Une maman, c'est une maman. Voilà. La scolarisation de ses enfants, c'est complètement secondaire. Alors, Anne-Florence nous demande: n'avez-vous jamais douté du bien fondé de votre démarche en vous disant peut-être que vous vous lanciez dans une entreprise qui n'était pas indispensable à vos enfants? Peut-être avez-vous projeté vos angoisses sur l'école institutionnalisée? Alors, question polémique. Et puis, bonne question. Vas-y, si tu veux répondre. Alors, est-ce qu'on n'a jamais douté? Bah si, enfin, tous les jours, on se dit, est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on fait comme il faut? Est-ce qu'on fait comme il faut? Est-ce qu'on est parti dans le bon sens? Mais pas pour l'école, enfin pour tout. Enfin, alors, on se lève pas le matin en se disant attention, je vais faire ça aujourd'hui. Est-ce que c'est? Mais c'est un truc qui est sans arrêt en tâche de fond. Pour prendre un terme à la mode, c'est-à-dire qu'on se demande quoi qu'on fasse en tant que parent, si c'est bien comme ça qu'on aurait dû faire. Et on sait qu'il y a plein de choses qu'on fait et c'est pas comme ça qu'on aurait dû les faire, mais on s'en apercevra plus tard, peut-être. Donc oui, on doute, mais qu'on les envoie à l'école, qu'on les envoie pas à l'école, qu'ils fassent des activités extérieures, que, pour tous les parents qui sont préoccupés se posent des questions de toute façon. Non mais oui, voilà, je parle des parents qui savent pourquoi ils ont mis des enfants au monde. Donc oui, on peut douter du bien fondé de tout ce qu'on fait. Par rapport à l'école institutionnelle, projeter les angoisses, non. J'ai pas été un élève spécialement angoissé par l'école, et j'ai pas aimé ça non plus. Mais ça m'a pas plus angoissé que ça. Je dis juste que l'école n'est pas la solution à l'instruction, à la socialisation, à tout ce qu'on veut. Pas la seule solution. C'est pas la solution. Ça peut être une solution pour des parents. C'est pas la solution pour nous. Voilà. Donc je conçois parfaitement que pour beaucoup de nos amis, de mes collègues de travail qui envoient leurs enfants à l'école, l'école c'est la solution, c'est très bien, on en discute librement. Pour nous c'est pas la solution, on a une autre solution. Il est assez probable aussi que les parents qui envoient leurs enfants à l'école se posent aussi des questions tous les jours sur le bien fondé de leur démarche. Je pense. J'espère. Ils ont intérêt à le faire en tout cas. J'espère. Puis comme nous, pas seulement sur ça, sur tout ce qu'ils font avec leurs enfants. On en connaît beaucoup. On connaît plus, parce que je veux quand même enlever une légende aussi. On connaît plus de parents qui envoient leurs enfants à l'école que de parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Il faut bien se dire aussi que le monde de l'IEF n'est pas un monde qui est enfermé sur lui-même, où on se voit tous les week-ends avec tous les enfants tenus dans le jardin parce que avoir des vêtements c'est pas bien. C'est pas ça du tout. Hein. C'est le monde de l'IEF, c'est ça. C'est des familles qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, qui sont éparses, isolés, et qui sont une grande minorité. Il y a le mouvement prend de l'ampleur, mais qui sont une grande minorité et qui donc connaissent essentiellement des familles qui envoient leurs enfants à l'école. Voilà, donc, Alors, vous parliez tout à l'heure de vos collègues. Justement, quel est le regard extérieur? Qu'est-ce que vous avez ressenti auprès de votre famille, auprès de vos collègues, quand vous avez décidé de faire l'école à la maison? Quelles ont été leurs réactions? On a eu une grande chance, c'est que dans notre famille, on nous a toujours soutenus. Ou tout au moins, si on pensait le contraire, on ne nous l'a pas dit. Donc, on s'est toujours senti entourés et compris par eux. Et les mois passant, les années passant, ils se rendent compte maintenant qu'on a fait le bon choix. Le pire qu'on ait eu, enfin le pire, le mot est mal choisi, le moins intéressant qu'on ait eu, c'est de l'incompréhension. Voilà. Éventuellement de l'incompréhension, donc avec une demande d'explication, mais jamais de l'opposition. Non, alors, jamais d'opposition. Vous faites ça, alors déjà, est-ce que vous avez le droit? Bah oui. Et ben, pourquoi vous faites ça? Mais quand on a expliqué, ça a été, des fois l'explication a dû être plus ou moins longue, d'accord? Il y a des gens qui ont mis un peu plus de temps à comprendre les tenants et les aboutissants, dans notre famille et dans nos amis. Mais au bout du compte, de toute façon, on a eu l'adhésion de tout le monde. Alors l'adhésion, elle est facile, hein. Enfin, les gens, ils nous voient avec nos enfants, et puis ils voient les enfants, donc ils se disent bien qu'on n'est pas des parents maltraitants, qu'on les enferme pas dans le placard sous l'escalier, enfin voilà, donc ils sont pas, oui c'est pas Harry Potter chez nous, donc non mais voilà, c'est ça, ils voient bien que de toute façon nos enfants sont épanouis comme ça,
Qu'ils apprennent des choses. Voilà, qu'ils apprennent des choses. Donc éventuellement, on nous demande d'expliquer. On explique. Hein. Pour l'institution, c'est ça. C'est que les gens qui font ce qu'on fait ne peuvent pas être des parents normaux, comme les parents qui envoient leurs enfants à l'école, c'est-à-dire des parents qui aiment leurs enfants et qui disent juste « choisis une autre solution ». De la même façon, c'est l'exemple que je prends régulièrement. Je suis musicien, je pourrais très bien apprendre un instrument de musique que je connais très bien à ma fille. Bon, eh bien, si ma fille demain veut faire de la flûte traversière, je choisirais quoi? Je choisirais de l'envoyer dans une école de musique. Parce que l'école de musique dans laquelle elle est actuellement pour un autre instrument, je lui fais confiance, je sais qu'elle a de bons résultats, je sais que les enseignants, etc. Donc plutôt que de dispenser cet enseignement, alors que pourtant je le connais très bien, je vais préférer aller vers une école de musique. Donc c'est pas un rejet de toute forme de scolarisation, etc. C'est juste que cette façon de faire là ne me convient pas. Voilà. Et donc ces gens-là, quand je les entends me parler, eh bien, ils ne conçoivent pas ça du tout. Ils ne conçoivent pas que ce puisse être pour une autre raison que on est rêveur, irresponsable. Alors, question cruciale, quels sont les bénéfices que vous a apporté cette décision de faire l'école à la maison, à vos enfants? La tranquillité d'esprit. Mes enfants sont en sécurité toute la journée. Ils n'ont pas de jeux dangereux ou étranges dans les cours d'école. Ils sont avec une institutrice qui les aime, qui sait exactement où ils en sont dans leur vie personnelle et dans leurs apprentissages. D'accord. Et pour moi, il y a un truc en plus, donc je partage exactement les mêmes choses, hein, je le disais tout à l'heure, mais il y a aussi une chose en plus, c'est que je me dis que si plus tard, ils font pas ce qu'ils veulent faire, enfin, à un moment ils se disent, c'est bien ce que je fais, moi c'est ce que je me dis, hein, à titre personnel, je me dis c'est bien ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et il y a un moment où je l'ai exprimé. Enfin, il y a même plusieurs moments où j'ai exprimé, mais attendez là, où vous m'envoyez, c'est pas vers là que je veux aller. Et systématiquement, j'ai été remis dans le chemin. Pourquoi? Parce que j'étais bon en maths et physique. Et donc on m'a dit, non, la musique c'est bien gentil, mais maths physique, donc maths physique. Et donc j'ai un diplôme d'ingénieur en acoustique parce que maths physique. Donc il fallait aller vers là. Et aujourd'hui, mon métier, qui n'a rien à voir en plus avec les sciences, puisque je suis chargé de communication dans une boîte, donc voilà, me plaît, ça me convient très bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et je peux mettre le doigt sur les personnes qui m'ont empêché de faire ce que je voulais faire, et ces personnes-là, c'est les conseillers d'orientation, les profs à l'éducation nationale. Alors certains profs, attention, je veux pas qu'on dise que je suis anti-prof, c'est pas vrai. Je suis un ancien prof, hein, c'est pas ça. Mais certains profs, et beaucoup de conseillers d'orientation par contre, m'ont bien remis sur le chemin de mes compétences scolaires et pas de ce que je voulais faire. Mes enfants, s'ils font pas ce qu'ils veulent faire plus tard, il y aura peut-être d'autres raisons, mais ce sera jamais parce que leurs parents les auront, enfin leurs instituteurs, donc en l'occurrence leurs parents là, leur auront dit: la musique t'intéresse, le jardinage t'intéresse, oui mais c'est dommage parce que t'es bon en maths. Donc si le jardinage t'intéresse mais que t'es bon en maths, et bah tu seras pas jardinier, tu vas aller faire une école d'ingénieur. Non. On leur dira que le bac, c'est quand même bien de l'avoir maintenant parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite, qu'ils ont des facultés, etc. et qu'il faut pas qu'ils oublient telle faculté, voilà. Mais au final, avec tout ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est eux qui choisiront. C'est pas changer d'orientation. En plus, quelqu'un d'étranger à leur famille et qui ne les voit que dans le cadre de l'institution et qui ne sait pas comment ils vivent tous les jours. Voilà. C'est vrai que c'est courant. Et c'est vrai que c'est très très important pour nous. Une phrase qui m'a effaré. Hein. C'est le jardinier de l'Élysée, c'est ça? Le jardinier en chef des jardins de l'Élysée était quelqu'un qui était très bon en maths physique, justement, je crois. Et dès l'âge de 14 ans, il a dit à ses profs « je veux être jardinier ». Et ses profs lui ont dit « c'est quand même dommage, tu es si bon, si brillant, jardinier, mais c'est pour ceux qui ne peuvent rien faire d'autre ». Voilà. Alors, c'est représentatif. Lui, de rien, il y est allé. Il y est allé quand même. Voilà, on connaît quelqu'un d'autre qui nous l'a dit, hein, la professeure de danse de nos enfants, qui elle, pareil, a eu un bac avec grande mention et qui a monté son école de danse. Et elle a fait fi de ce qu'on pouvait lui dire. Mais voilà. Mais il y a une dévalorisation du métier. Voilà. Il faut un courage. Il faut aujourd'hui au profit du diplôme, de l'université, voilà. Etc. Aujourd'hui, pour faire ce qu'on veut faire, si ça ne va pas dans la droite ligne des résultats scolaires, il faut du courage. Du courage en plus du seul courage nécessaire à mener son projet. Il faut du courage pour s'opposer à des gens, pour qu'ils nous laissent faire ce qu'on veut faire. Le problème, c'est qu'à 18 ans, on s'oppose rarement.
à 17-18 ans, on a... Exactement. Ou alors si on s'oppose, c'est pas de la bonne façon. Combien d'heures consacre chacun de vos enfants chaque jour au cursus officiel? Je voulais d'abord poser la question toute simple, combien d'heures est-ce qu'ils travaillent par jour, les enfants? C'est variable. Ça va dépendre de leur forme, de la mienne. Je m'adapte, ils s'adaptent. Non, c'est variable, je dirais... allez, 2 heures en moyenne. 2 heures en moyenne, oui. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va être 1 heure, des jours où ça va être 4 heures, 5 heures. 2 heures en moyenne. Oui. Cécile, c'était combien, toi? Moi, je dirais que c'était un peu plus quand même, mais... Toi, tu faisais 4 heures, tu nous as dit. Ah oui. En moyenne? Oui, en moyenne, oui, je pense, oui. Parce que j'avais peut-être des niveaux un peu plus élevés aussi. Vous avez quel niveau en ce moment? Là, on vient de finir le niveau du CP, donc oui. c'est assez léger. Oui, c'est pour ça, oui. Là, effectivement, le CE1 qu'on vient de commencer va être, je pense, beaucoup plus chronophage. Ça va être un problème ou pas? Non. Alors, vous venez de commencer en cours d'année, puisqu'on est en mars. Oui. Vous venez de commencer le CE1. Oui. D'accord. Ah, je suis leur rythme complètement. Ah oui, effectivement. Ils en sont là. Voilà, je ne vais pas attendre le mois de septembre, alors que surtout qu'ils sont en demande de continuer. Surtout que Com et Aliénor en sont au même niveau, hein, donc, puisque Com a souhaité rattraper sa sœur et Aliénor a attendu que son petit frère arrive. Donc du coup, fatalement, comme il y en avait un qui pédalait plus vite et que l'autre attendait, ben, ça n'a pas coïncidé avec... Donc c'est vrai que si on suit les critères de l'éducation nationale, ben, Com est en avance et Aliénor est en retard. D'accord. Pour nous, ils sont à leur rythme. Voilà. Ils sont à leur rythme, voilà. dans leur souliers, ils sont très bien. Et j'ajoute par rapport à ce que disait Delphine, que attention, il ne faut pas confondre non plus le travail au sens court par correspondance, oui. avec la charge de travail dans la journée au sens travail. Pour nous, leur instruction, ça passe aussi par la cuisine, le jardinage. Alors voilà, ça c'est leur instruction, c'est 16 heures par jour. Oui, et effectivement, c'est la deuxième partie de la question. Pauline qui précise le cursus officiel, c'est-à-dire qu'il parle là du programmé. Mais est-ce qu'il y a à côté de ce cursus officiel, est-ce qu'il y a un enseignement de quel type? Bah, hier, ils ont fait combien? 2 heures de jardinage. Oui. Voilà. Donc 2 heures de jardinage l'après-midi, voilà, c'est en plus de... En même temps qu'on fait du jardinage, on fait des leçons de choses. On découvre les propriétés absorbantes de la mousse, par exemple. D'accord. On fait de la cuisine. Il y a un lien avec le vivant, avec le quotidien, avec la réalité quotidienne. Bah, c'est-à-dire que l'instruction, comme nous on l'a reçue, si je parle de mon exemple à moi, j'ai été très bien instruit, j'ai un bac plus 5, donc on n'a rien à se reprocher. Un bac plus 5, c'est une très bonne instruction. C'est une très bonne instruction de quelqu'un qui ne sait pas enfoncer un clou avec un marteau, qui ne sait pas faire de la cuisine. Ça c'est mon instruction. C'est-à-dire que je suis très bien instruit, mais je ne sais pas faire un œuf sur le plat, je ne sais pas clouer 2 planches entre elles. Je sais faire d'autres choses, hein, je vous rassure. Mais, voilà. Et donc on estime que l'instruction, c'est uniquement ça. Mais c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir lire, écrire, compter. Voilà. Oui. Ce sont les apprentissages de base. C'est les apprentissages de base. Mais il y a les fondamentaux et il y a la vie. Voilà, il y a la vie. Et c'est le point fort de l'école à la maison. C'est que, exactement. Dans le reportage, vous avez vu, on fait une leçon de choses. Puisqu'on fait la leçon de choses, on parlait des plumes. Et des griffes rétractiles. On est allé à la ferme, évidemment. Voilà. On court après une poule, on lui arrache une plume. Alors, les écoles font ça de plus en plus difficilement parce qu'il y a des tas de normes de sécurité, d'encadrement, ça devient extrêmement compliqué, d'hygiène, etc. Donc on une poule dans une école, la grippe aviaire assurée, c'est pas possible. Je voudrais aussi rajouter une petite chose, c'est que il y a une grosse différence pour moi entre instruire nos enfants quand ils ont 6, 7, 8 ans et les instruire si on va jusqu'au bac quand ils en auront 17, 18, c'est que pour l'instant, ils s'assiedent et puis ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Voilà, il faut faire quoi? Il faut faire ça. Puis s'ils n'y arrivent pas, ils posent la question, il faut qu'on leur réponde. À 16, 17, 18 ans, c'est plus un apprentissage dans l'échange. C'est-à-dire qu'ils comprendront parfaitement que papa et maman aient pu oublier depuis autant d'années, et on va chercher ensemble. C'est-à-dire que nous, on va réapprendre quelque chose qu'on a oublié pour leur permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est plus vraiment une relation où, avec eux. Mon Dieu, si je sais pas, je suis en défaut. Non. Ce qui serait un petit peu le cas si je savais pas leur expliquer ce que c'est un complément d'objet direct. Mais encore que je suis pas certain que... Pardon. Je ne vous parle même pas du passé antérieur. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, on réapprendra avec eux des choses qu'on aura oubliées et on leur permettra d'avancer. On ne dit pas on va aller jusqu'au bac. Non. On dit on envisage, si nécessaire, d'y aller. Voilà, mais s'il y a des événements qui font qu'on ne sait pas fixer de limite. Voilà. Moi, ce que j'en dirais, c'est que
le problème du cours à donner à un adolescent est quand même plus délicat parce qu'il est évidemment plus rétif, il a connu ça toute son enfance, donc c'est plus difficile pour lui d'accepter que ses parents continuent à être le seul interlocuteur l'enseignant. Finalement. Je pense que dans ce cas-là, il faut vraiment comprendre que l'enseignement est vraiment un enseignement doublement à distance, c'est-à-dire que dans la maison elle-même, il y a une certaine distance, on respecte l'enfant dans son parcours et il sait travailler et il apprend à travailler seul, il apprend à apprendre. Il rend beaucoup moins compte à ses parents quand on a 17-18 ans et qu'en plus on sait très bien que les parents ne savent pas très bien le cours et même moins que soi-même. Évidemment la relation n'est plus du tout la même, elle est un peu faussée parce que bon, alors à ce moment-là je pense que les parents qui souhaitent faire ça doivent avoir appris à l'enfant à travailler seul, lui faire confiance, s'assurer qu'il suive simplement le programme, mais il n'est plus question évidemment de faire un cours magistral puisque le parent ne le maîtrise pas. Bien sûr. Je pense que l'adolescent doit avoir sa feuille de route. Et voilà. Puis, il y a des enfants qui font ça, beaucoup d'enfants font ça avec le CNED et ils réussissent. Voilà, on respecte la feuille de route. Il y a un contrat et nous on est là il doit être entièrement autonome. On est là pour lui permettre d'avancer, contrôler qu'il avance quand même, parce que voilà. Après, il y a pas toute la journée sur l'ordinateur. Il y a des âges de la vie aussi où on a envie de se lever plus tard le matin parce qu'il y a la croissance qui est là, etc. Il y a besoin physiologique de se donc contrôler qu'il avance quand même et que voilà. Tout en respectant ses besoins physiologiques. Quand nos enfants exprimeront le désir de retourner à l'école, ils y retourneront. Par contre, l'école sera très bien choisie. Ce ne sera pas l'école que nous aura défini la mairie, c'est cette école-là et pas une autre. Non, l'école sera très très bien choisie. Bien sûr. Ce ne sera pas n'importe laquelle. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de bonnes écoles. Il n'y a pratiquement même plus de vraies écoles, au sens originel du terme. On a des endroits où on met les enfants en vrac toute la journée. Ça arrange certains parents, d'ailleurs, il faut bien le dire, qu'il y a des parents qui sont contents d'avoir des enfants à la garderie pratiquement de 5 à 18 ans. Comme vous dites, ils sont en vrac physiquement, mais ils sont aussi en vrac dans la tête. Bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas construits du tout. Voilà. L'école, je pense que, personnellement, je pense que l'école a pratiquement disparu. C'est un établissement en voie de disparition et que les très bonnes écoles sont vraiment à choyer. Alors, il y a quand même une réflexion sur laquelle on pourrait s'appesantir, pas trop longuement parce qu'on a largement dépassé le temps et qu'on va devoir faire du montage après. Mais c'est d'être assez vigilant lors du retour à l'école. On en parlera, sur le blog on en parlera. C'est de vraiment préparer l'enfant à retrouver une classe qui est d'un niveau qui sera de toute façon en moyenne inférieur à son niveau à lui. Et à ce moment-là, l'enfant se retrouve sachant tout et donc il perd l'habitude de travailler parce qu'il répond à tout, il a 20 sur 20 pendant 2 trimestres et demi et puis il perd complètement l'habitude de travailler, il se démobilise et puis les ennuis commencent au bout d'1 an, 2 ans et on peut avoir des catastrophes au bout du cycle. Donc il faut être très vigilant de maintenir l'enfant à un très bon niveau, éventuellement lui faire sauter une classe parce que honnêtement si l'enfant arrive dans une classe et qu'il a vu des choses 2 ans auparavant, il n'y a pas de raison de renoncer à lui faire sauter une classe. Nous, on l'a fait. On l'a fait dès le début du parcours scolaire. Mais surtout éviter qu'un enfant se trouve en roue libre, parce que là, il va perdre une partie de l'avantage de ce qu'il aura reçu. Bon, alors comment est-ce qu'on conclut ? Aucun des reproches que l'on peut faire de façon assez classique, des reproches très caricaturaux que l'on peut faire sur l'IEF ne peut être remarqué chez nous. Donc, que ce soit la désocialisation, que ce soit... c'est essentiellement la désocialisation, de toute façon, que ce soit le fait que ils apprennent rien, ils apprennent beaucoup plus que beaucoup d'autres. On le voit lorsqu'ils font des activités à l'extérieur ou lorsqu'ils voient d'autres enfants. On a une fille qui écrit mieux à 8 ans que certains enfants de 11-12 ans. On le voit. On voit des enfants, des devoirs d'enfants qui vont à l'école, c'est pas un. Et on constate que notre fille écrit mieux. Voilà. On voit que notre fils, quand il lit le mot home, qu'il n'a jamais vu, il voit le mot home sur un casque magazine. De chevalier, voilà, le home, pas le mot anglais. Le casque de chevalier, le mot home, voilà, il lit tout de suite home. Et il montre ça à une autre petite fille à côté qui va à l'école, qui lit complètement un autre mot. Chose. Qui lit chose. Parce qu'il y a un H, donc la silhouette générale du mot lui évoque chose. C'est la méthode Et quand on lui dit... Donc moi je suis rassurée. Et quand on lui dit mais non, regarde, parce qu'on se dit elle a regardé rapidement. Elle regarde, elle déchiffre et elle vous dit chose. Donc là, vous dites que même avec un effort d'attention de la petite,
elle n'est pas capable de lire. Et je vois les dégâts, moi, dans mon activité professionnelle, sur des gens qui ont plus de 40 ans comme moi, qui ne savent pas écrire correctement un mail, voilà. Et c'est pas des fautes de frappe. Voilà. Et puis en plus, quand c'est sans arrêt, vous dites, non, c'est que cette personne-là ne sait pas écrire. C'est un phénomène extrêmement préoccupant parce que ça amène les gens à une dépendance intellectuelle, morale par rapport au système. Exactement. Finalement, ils voient, et c'est un peu toute la société qui est comme ça, voilà. On a les idées qui nous sont diffusées par la société, au lieu d'avoir l'idée de soi-même, on a l'image d'un mot, c'est très révélateur, l'image d'un mot, au lieu de voir ce mot lui-même, on a une image qui n'est pas la bonne image. Donc on est dans une situation de glissement totalitaire où la pensée, la compréhension des choses est kidnappée par un système. Le système a tout intérêt à nous maintenir dans cet état-là. Et donc la conclusion, puisque j'en reviens à ça, c'est qu'effectivement, on plus que jamais, on continue, puisque de toute façon, tout nous dit que pour nos enfants, on a raison. Donc voilà. Comment ça va oui, alors on va s'arrêter, puisque la conclusion, j'avais une petite conclusion éventuellement. Aliénor a faim. Si vous avez un doute sur l'école dans laquelle est votre enfant, si vous avez une petite envie de faire l'école à la maison, lancez-vous maintenant parce que votre enfant va très très vite grandir, les années vont très vite passer. Il y a un jour, vous retrouverez avec un adolescent de 15 ans et là vous vous direz « Oh mince, j'ai perdu tout ce temps, si j'avais su, je me serais décidée plus tôt. » Donc, aller sur les blogs, c'est bien, mais il y a un moment où il faut prendre le taureau par les cornes et voilà, il faut se décider dans un sens ou dans l'autre. Mais il ne faut plus tergiverser.